en avant pour ne pas t'écouter, ne pas te comprendre, même pas te respecter. Tu te coupes les cheveux courts, te tatoues de conneries. Les petites défaites, les fêtes qui dégénèrent et les larmes dans l'aube. Qu'est-ce que tu peux y faire? Je n'ai jamais aimé mon corps. Je l'ai jamais apprécié, j'ai jamais été en harmonie avec lui. J'ai jamais eu confiance en moi. Je me suis jamais portée d'estime non plus. Je sais qu'en soufflant mes bougies à chaque anniversaire, j'avais 2 vœux. Et je sais qu'un des vœux, tout le temps, que je formulais, c'était faites que je sois maigre. T'avanceras vers ta chair, ma chérie. Maman, on sait, nous avançons vers nos chairs, chérie. Avançons vers nos chairs, guéris. Avançons vers nos chairs. Je m'appelle Anouk Lopsiger, j'ai 24 ans. Et je suis tombée dans un trouble du comportement alimentaire, plus précisément l'anorexie restrictive, depuis 4 ans. Durant mon enfance, c'est vrai qu'on me disait tout le temps « t'as des bonnes petites joues ». Pendant mes études d'infirmière, j'ai pris passablement de poids. Je me suis un petit peu oubliée et du coup, j'ai décidé de perdre du poids. J'ai tout supprimé de mon alimentation, les aliments gras, sucrés. J'étais obsédée par mon poids sur la balance, donc je pouvais me peser jusqu'à 4-5 fois par jour. Et j'ai très vite perdu, je crois que j'ai perdu 10 kilos en l'espace de 6 mois. Anouk ne le sait pas encore, mais son obsession est déjà une maladie. Elle perd le contrôle de son rapport à la nourriture, et c'est le propre des troubles des conduites alimentaires, appelés aussi TCA. La personne atteinte est sous l'emprise de son mal. Après ce premier régime, Anouk va continuer à perdre beaucoup de poids. La maladie, elle me dicte quoi faire, quoi dire, quoi penser. Elle me regarde quand je me regarde dans le miroir. Elle me sourit quand je ne m'alimente pas. Elle me dit certaines choses, donc notamment alimente-toi pas, t'en as pas besoin. T'es pas belle, tu ne sers à rien. Et du coup, je dois me forcer à faire les choses et à lui dire non, il faut que je mange, il faut que je fasse ça. Du coup, c'est un combat permanent avec elle. C'est des pensées récurrentes que j'ai. Et ces pensées autodestructrices, elles ne me lâchent pas. Car c'est souvent d'autodestruction dont il s'agit avec les TCA. Si les signes physiques extérieurs sont parfois spectaculaires, comme la maigreur extrême dans l'anorexie, ces maladies sont d'ordre psychique, d'où la difficulté d'en guérir, comme l'explique ce psychiatre spécialisé dans le traitement des troubles de l'alimentation. Le fondement de ces pathologies, c'est un trouble cognitif. Ce sont donc des pathologies mentales dans le sens qu'elles sont fondées sur un excès d'inquiétude ou d'angoisse à l'égard de la nourriture, un excès de honte ou de gêne à l'égard de son corps, qui sont des pathologies psychologiques ou psychiques. Les troubles des conduites alimentaires, ça impacte une longue période dans la vie. La plupart des personnes qui souffrent d'anorexie ou de boulimie le savent et le vivent, c'est plusieurs années de leur vie qui vont être impactées par ce trouble. Et c'est des années de vie bien inconfortables, très inconfortables, avec la préoccupation de la nourriture, la maigreur, les rejets sociaux, les échecs scolaires et professionnels. C'est très cher payé. Pour Anouk aussi, le chemin va être long et douloureux. Au plus fort de son trouble, elle ne pèse plus que 38 kilos pour 1,72 m. Elle est tellement affaiblie que son médecin la met en arrêt de travail. Elle réalise la gravité de sa maladie, mais ne parvient pas à réagir. Quelques mois plus tard, elle reçoit des papiers de l'assurance invalidité. C'est le coup de massue. Et je me rappelle comme si c'était hier, j'étais à la table du salon chez mes parents et je remplissais ces documents et je me suis dit non, c'est pas possible, Anouk, tu peux plus continuer comme ça.
il faut que tu fasses quelque chose. Et du coup, c'est à ce moment-là que j'ai dit à mes parents que je voulais m'en sortir, que je voulais guérir et que je voulais être hospitalisée. Je me suis sentie hyper seule. C'est moi qui ai dû me battre encore à chercher les institutions qui existaient et à faire toutes les démarches qui s'ensuivent. Quand Anouk est enfin admise dans un hôpital spécialisé, elle a déjà derrière elle un long parcours de plus de 3 ans d'errance médicale. J'ai changé plusieurs fois de diététicien, j'ai changé également de médecin traitant, j'ai changé de psychologue. Je voyais que je stagnais et qu'il ne m'apportait pas forcément l'aide que j'aurais aimé avoir. L'errance médicale est malheureusement le lot de la majorité des personnes souffrant de TCA. Les centres dédiés sont rares, il n'y a que 2 hôpitaux spécialisés en Suisse romande et leurs listes d'attente sont longues. Les malades se retrouvent ainsi souvent livrés à eux-mêmes pendant de longues années, durant lesquelles leur maladie ne fait que s'aggraver. Il y a à coup sûr un manque de lieux de soins spécialisés, de thérapeutes formés et spécialisés dans les troubles des conduites alimentaires. Dans les grandes villes, c'est moins vrai, mais dès qu'on s'éloigne des grands centres urbains, eh bien, il est difficile de trouver des gens formés. Parmi les psychologues et les psychiatres, d'autres pathologies sont peut-être réputées plus attractives ou plus intéressantes, mais je peux comprendre qu'on ait de la peine à venir s'intéresser à des pathologies conséquentes, lourdes, difficiles, où les taux de succès ne sont pas aussi importants ou intéressants qu'ailleurs. Donc peut-être il y a une réticence de la part des soignants à venir se frotter à ces pathologies. Noémie aussi vit à Delémont. Elle se sait malade depuis longtemps, mais il lui faudra à elle aussi des années pour que les médecins la prennent au sérieux. Elle a même dû mettre seule un nom sur sa maladie. Elle aussi s'est sentie mal accompagnée dans son combat face à des soignants souvent démunis par ses troubles. Alors, je m'appelle Noémie, j'ai 38 ans. Il y a une dizaine d'années, j'ai été diagnostiquée hyperphage. À l'époque, on disait tendance boulimique. J'ai toujours eu l'impression qu'on me prenait pour quelqu'un de gros ou d'obèse, qu'il fallait soigner une obésité, mais qu'on prenait pas du tout en compte le TCA. Donc c'était vraiment répondre pour une perte de poids, mais jamais pour un changement de rapport avec la nourriture. On doit faire énormément de recherches par soi-même. On passe d'un médecin à un autre médecin, à un autre médecin, à un thérapeute. On lui dit non, il n'y a pas de place. On passe par le centre de l'obésité. Au final, c'est un peu un parcours du combattant qu'on fait seul. J'ai l'impression qu'on m'a souvent parlé uniquement de diététique, sans prendre en compte le côté psychologique. Noémie fait remonter le début de son mal au sortir de son enfance. Depuis mes 11 ans, j'étais la plus grande de la classe, j'étais celle qui était déjà formée. On me traitait de grosse. Et c'est je crois que j'avais 14-15 ans, quand mon médecin de famille m'a proposé un régime protéiné que j'ai suivi chez lui. Au début, je me disais, c'est super parce que c'est très restrictif, il y a un effet qui est rapide. Donc c'est vraiment en l'espace de 3 mois, j'avais perdu 15 kilos. Et donc ce régime très restrictif a totalement chamboulé, enfin on va dire détruit, mon rapport naturel à la nourriture. Automatiquement, je pensais tout le temps, mais qu'est-ce que je vais pouvoir manger? Et jusqu'à la fin de ce régime, où là, je me suis dit, c'est bon, tu peux manger tout ce que tu veux. Et je me suis mangé des pizzas, de la glace, mais en très grande quantité. Ce qui est spécifique des troubles alimentaires et qui est vraiment le facteur déclenchant qu'il faut retenir comme étant essentiel, c'est le régime. C'est le fait de se mettre au régime, parfois de façon anodine, sans prendre garde à la gravité de ce qu'on fait. C'est le régime qui va mettre en route un processus qui ensuite devient un cercle vicieux puissant
et qui sera difficile d'interrompre. Le cercle vicieux dans lequel entre Noémie est celui de l'hyperphagie, une maladie caractérisée par des crises de boulimie. Pendant plus de 10 ans, Noémie enchaîne ses crises, à manger n'importe quoi, en très grande quantité et de manière compulsive. Durant toutes ces années, elle prendra 30 kilos. C'est à un moment donné où on ne contrôle plus, où on sent qu'on a besoin de manger, mais c'est même pas manger, c'est pas manger pour se nourrir, c'est juste de se gaver, de remplir un vide, et vraiment dans un temps court, jusqu'à l'écœurement, et même après 30 minutes, en fait, recommencer. Après s'en veut, donc on culpabilise, et c'est toujours lié quand même à une période de stress, d'ennui ou de déprime. Donc c'est toujours lié à une émotion. Aujourd'hui, Noémie va mieux. Elle a enfin trouvé une psychologue, mais celle-ci est à 150 km de Delémont. Pour maîtriser ses crises, elle s'est donné des règles de conduite strictes, notamment au moment des achats. Je vais éviter principalement tout ce qui est préparé, les pizzas, tortellini, charcuterie, tout ce qui peut se manger rapidement et facilement. Je vais éviter les biscuits, ça c'est clair. Et là j'ai évité les pâtisseries, donc on est bon. En Suisse, plus de 300 000 personnes souffriraient d'un trouble de l'alimentation. Les derniers chiffres fiables remontent à 2012. Depuis, plus rien. Cela en dit long sur le peu d'importance portée à ces maladies difficiles à soigner et encore méconnues. Pour briser la solitude des personnes concernées, d'anciens malades et leurs proches ont fondé l'association Anamia dans le canton du Jura. Et aller dans les lieux où ça se passe, pour dire qui on est, qu'est-ce qu'on fait, et puis c'est aussi ça qui rend crédible. Les gens, de manière générale, ils ont besoin d'être informés, quoi. On essaye effectivement de toquer à toutes les portes de chaque institution, de chaque professionnel qui prend en charge des troubles alimentaires dans la région du Jura et du Jura bernois pour pouvoir essayer de recréer un réseau de soins au niveau de notre propre région. Il y a passablement de gens qui nous téléphonent pour avoir des informations sur ce qu'on propose. Souvent, c'est ça le premier pas, c'est de pouvoir déposer sa souffrance et sa problématique, quoi, et peut-être d'avoir une oreille attentive qui écoute, tout simplement. Je pense pas que tout le monde est comme ça, mais du coup, ma chambre est tout le temps pleine. Ce premier pas, Anamia le facilite en proposant une fois par mois des groupes de parole afin de permettre aux personnes concernées de partager leur vécu. Avec les amis, comme ça. On entend plein de trucs sur prendre soin de soi, ses routines, la pleine conscience. Parce que dans un monde idéal, de quoi tu aurais besoin ? Déjà de savoir quand est-ce que j'ai faim, quand est-ce que j'ai plus faim. De base. Ne plus avoir la nourriture comme moyen de décompression. Je sais pas comment font les gens normaux pour juste manger. J'ai l'impression que ça fait pas mal réagir. Oui, alors moi je suis dans cette phase... J'ai plus du coup cette phase anorexique et je suis vraiment dans la boulimie en fait. Où je me nourris, mais qu'il y a des moments où j'ai l'impression que c'est trop et qu'il y a cette petite voix en arrière-plan qui revient et qui me dit non mais là, tu t'es trop fait plaisir. Parce que sur le papier c'est facile, comme on dit, il y a qu'à, hein, mais en pratique c'est un peu plus compliqué. Je m'appelle Lia, j'ai 18 ans et je souffre de troubles du comportement alimentaire depuis 3 ans. Lia a 15 ans quand sa maladie se déclare. Au début, elle veut juste manger sainement, mais elle devient obsessionnelle. Elle restreint ses repas aux fruits et légumes et se met au sport à haute intensité. Elle tient quelques mois avant de craquer. Elle tombe alors dans une phase d'hyperphagie où elle est capable de dévaliser frigo et placard en une seule journée. Je mangeais énormément en très peu de temps, jusqu'à être très mal, avoir le ventre très gonflé, vraiment tendu, la peau de l'abdomen tendue et où je pouvais vraiment presque plus me déplacer parce que j'étais remplie.
Et après ça, bien évidemment, je culpabilisais beaucoup parce que j'avais peur de prendre du poids, j'avais peur de pas me plaire. Malgré les heures de sport, elle prend du poids et ne supporte plus son image. Elle va alors alterner entre régime sévère et phase d'hyperphagie jusqu'au jour où elle bascule dans la boulimie-anorexie. Ça m'était jamais venu à l'idée de me faire vomir en fait. Donc je compensais par du sport, par des restrictions, mais jamais je vomissais. Et ce soir-là, quand je me suis fait vomir la première fois, pour moi, j'étais choquée de ce que je venais de faire. Je me disais, purée, t'as passé ce cap-là, en fait. C'est tout le temps dans la tête. Et moi, j'ai tellement honte de m'identifier à ça, de m'identifier à ce monstre qui dévore des trucs et qui va vomir après, qui gaspille, qui est de plus en plus maigre, plus en plus... qui est méconnaissable. Et de l'autre côté, j'avais cette petite voix, cette maladie qui était là, qui me dictait de faire des choses qui avaient une influence sur moi et je pouvais juste pas faire autrement que ce qu'elle disait que je devais faire en fait. J'étais sous son emprise totale. Une façon de comprendre les troubles du comportement alimentaire, c'est justement de les voir comme des addictions comportementales, où finalement la répétition du comportement rassure, apaise, mais aussi enferme. Et quand les patientes commencent à réaliser que les choses leur échappent, à ce moment-là, elles se trouvent en difficulté pour rechanger de comportement. Alors, ce sont des maladies psychiatriques, mais d'un genre un peu particulier. C'est pas des lubies, c'est pas des modes, c'est pas la conséquence d'une éducation défaillante. On est dans le champ strictement médical. Ma mère, une fois, elle m'a surprise aux toilettes. Oh, tu fais quoi? Tu vomis? Je me souviens, j'avais envie de me cacher dans un trou, vraiment, je voulais pas être là où j'étais. J'ai fondu, voilà, dans les bras de ma maman. Puis ma mère, elle m'a dit, Mélia, on est là pour t'aider. Et c'était un moment où je me suis très, très fort. Et c'est là où je me suis dit, c'est bon, je vais aller mieux. C'était que le début. C'était vraiment que le début. Pour Lia, ce ne sera en effet que le début d'un long calvaire sur le chemin de la guérison. Sur les conseils de sa psychiatre, elle accepte de se faire hospitaliser à l'unité psychiatrique pour adolescents de Moutier. Cette unité ne dispose que de 7 lits, dont un réservé aux patients atteints de TCA, faute de structures adaptées dans la région. Une unité qui n'est pas du tout spécialisée dans les troubles de l'alimentation. C'est le lieu de vie où les jeunes peuvent un peu profiter après leur thérapie. Il faut savoir qu'ils ont le droit à 30 minutes de téléphone par jour, tous les soirs, pas plus. Après, ça permet aussi de couper justement avec la famille et puis de pouvoir rester concentré sur leurs problématiques et réfléchir à eux, c'est vraiment ça. Les repas se prennent ici. Quand un jeune TCA arrive chez nous, il s'assied, il prend ses repas et puis il doit terminer son plateau. Et s'il ne le termine pas, il se passe quoi? Il reste à table. Ça peut arriver que certains jeunes doivent rester 1h30, 2 heures à table, mais nous, notre mission, c'est qu'il mange, donc il doit terminer son plateau. Je pense que pendant 3 semaines, j'ai pas mangé, à part peut-être 1 ou 2 fruits qui traînaient comme ça, mais vraiment presque rien. Et il m'obligeait à prendre des demi-portions parce qu'il voyait que je perdais du poids et puis que bon, je pouvais pas être hospitalisée pour anorexie, boulimie et ne rien manger, quoi. Et donc à partir de là, j'ai commencé à contrer tout le temps, non-stop, le cadre. Contrer, pour Lia, c'est refuser de manger ou se faire vomir après les repas, malgré la surveillance des soignants. Elle est toujours sous l'emprise de la maladie et ne perçoit pas la gravité de son état. Elle finira par descendre à 41 kilos alors qu'elle est hospitalisée. Quand ils arrivent, ça peut paraître brutal, mais on doit les nourrir. Donc leur but, c'est qu'ils doivent rien faire. Ils doivent se reposer, manger, prendre du poids. Donc
Un jeune qui arrive, qui fait 40 kilos, ok, tu as 40 kilos. Si tu veux aller à l'école, tu dois faire 42 kilos. Si tu veux aller à l'art thérapie, tu dois faire 44 kilos. Pour retrouver tes parents, tu dois peut-être arriver à 48 kilos. Et ça, c'est le contrat. Puis tant que le contrat n'est pas atteint, il n'y a pas de sortie, il n'y a pas de téléphone, et voilà. Je pense que le début de prise en charge, il y a un bras de fer qui s'engage avec le jeune ou la jeune en question. Et on n'a pas d'autre outil qu'à travers le cadre pour essayer un peu d'avoir un peu la main sur la prise en charge de ce jeune. Vous avez des méthodes finalement qui sont beaucoup basées sur des conditions contraignantes, en tout cas pour le jeune, hein. Est-ce que ça favorise vraiment son autonomie, ce type d'approche ? Alors peut-être au début, c'est un peu contraignant. Après, le but, c'est pas qu'on laisse toujours en place la contrainte. Le but, c'est d'amener le jeune à prendre conscience et de ne pas être dans le déni de ce qu'elle vit par rapport à une souffrance psychique grave. On sait bien que la guérison de cette maladie dépend quand même de la mise en place de ce cadre et de le tenir. Autant il a été longtemps question d'imposer les soins, au titre légitime de vouloir sauver la vie d'une personne. De plus en plus, on recommande un peu au niveau des guidelines internationales, quels que soient les pays, de prendre le temps de motiver la personne et d'éviter le plus possible un rapport de contrainte autant qu'on peut le faire. La raison, c'est que des soins sous contrainte ou des soins imposés débouchent très fréquemment sur des récidives et des rechutes après coup. Et il faut aussi entendre que se voir imposer un enfermement, un isolement systématique, des contraintes d'alimentation vécues comme autant d'agressions et d'humiliations, ça laisse une trace. La situation de Lia va encore empirer durant son hospitalisation. Affaiblie parce qu'elle refuse de manger, elle sera privée d'école, de sorties et même d'art-thérapie. Des privations vécues comme autant de punitions. Et elle continue à perdre du poids et à se rebeller. Elle est alors placée dans une chambre spéciale, sous la surveillance étroite des soignants. On travaille avec cette chambre quand il y a des jeunes qui peuvent avoir des agitations, ou qui peuvent avoir vraiment des idées suicidaires assez graves. C'est une chambre avec du matériel qui est vraiment en mousse pour éviter que le jeune ou la jeune puisse se faire du mal. La fenêtre est fermée complètement, on a la serrure, c'est juste pour que nous, on puisse aérer aussi la fenêtre. Et puis la porte, elle reste ouverte ou... La porte est ouverte, oui. Donc le jeune est près de nous, ça nous permet d'avoir un œil dessus. Comme on est une unité ouverte, on ne ferme pas les portes à clé du tout, donc voilà. On vous avait dit pourquoi vous aviez été dans cette chambre ? Parce que je vomissais dans mes toilettes et que je contrais le cadre. Comment vous vivez cette période-là ? Très très difficile, parce que j'ai aucun contact avec l'extérieur pendant ces 3 semaines confinées. Pour Lia, les contraintes et les privations de liberté ont échoué. On la sort de cette chambre au bout de ses forces physiques et mentales. Et du coup, à ce moment-là, j'ai pété un câble, j'en pouvais plus, il fallait que je voie ma famille. Et du coup, je me suis improvisée Bob le bricoleur, j'ai démonté ma fenêtre et j'ai fugué. Et là, je commence à respirer comme ça, là. Puis, je me souviens le bonheur que j'ai ressenti. Je me suis sentie libre, j'ai commencé à courir alors que j'avais plus de force. Je courais dans la forêt derrière l'hôpital, là. Et je courais. Et je me suis jamais sentie aussi bien. Et j'avais qu'un objectif, c'était revoir ma famille et leur dire je veux plus, je veux sortir, j'en peux plus. Et que je voulais guérir, mais que c'était pas là que j'allais guérir, en fait. Lia a vécu son hospitalisation comme une expérience traumatique d'une grande violence. Elle aurait préféré un hôpital spécialisé, mais les listes d'attente étaient trop longues. Au final, elle a été victime du manque de places de soins adaptés en Suisse romande. Anouk aussi a été hospitalisée. Contrairement à Lia, elle a obtenu une place dans l'un des 2 seuls centres spécialisés de Suisse romande, à 200 km de chez elle, la clinique Belmont à Genève.
Elle y a passé 4 mois et continue à y être suivie en ambulatoire 1 fois par semaine. Je vais aller donner mes dicks. Ça me permet d'avoir en fait un certain cadre à mes journées, de réapprendre de nouvelles choses durant les cours que je suis. Je peux aussi avoir mon suivi psychologique ici. Et puis aussi de retrouver toutes les personnes avec qui j'ai noué des liens ici sur la clinique. Dans cette clinique, les TCA sont considérés comme des addictions et traités par des thérapies agissant sur les perceptions et le comportement des malades. Ce matin, hein. Ouais. Yasmine. Outre le suivi psychologique et diététique, le patient doit participer à divers ateliers. Et puis l'important, c'est de se rappeler qu'on souffre de la maladie, de troubles des conduites alimentaires type anorexie ou type boulimie. On n'est pas anorexie, on n'est pas boulimie. Mais ce qui m'intéresse avec vous aujourd'hui, c'est surtout de voir votre capacité à savoir faire le tri entre « je souffre d'une maladie » et cette distorsion cognitive de dire « je suis la maladie ». Vous n'êtes pas la maladie, vous ne le serez jamais. Personne ne se lève un matin avec une gastro en disant « ah, je suis chiasse ». Non. On souffre d'une gastro, on a la chiasse, on n'est pas chiasse. Je vous laisse vous mettre par 3-4. Tout le processus, c'est d'abord de les aider à s'approprier le fait qu'elles souffrent des symptômes d'une maladie, qu'elles ne le sont pas. Puis ensuite, c'est comment se retrouver une connexion au réel, pouvoir être à nouveau ici et maintenant dans le réel et pas dans l'objet auquel elles tentent désespérément de ressembler et de vouloir être, étant persuadées qu'en ressemblant à ça, elles vont recevoir tout l'amour et l'estime des uns et des autres. Le retour à l'estime de soi passe aussi par la reconnexion à ces corps trop souvent malmenés par la maladie. C'est le seul moment, quand je pratique du yoga, que la maladie me laisse tranquille. Du coup, pendant 1 heure, j'ai aucune pensée maladie. Et c'est aussi la seule fois où je suis en relation avec mon corps, où j'essaye de l'écouter, d'être attentive à lui. Mais c'est vrai que c'est la seule activité qui me permet d'être libre sans ma maladie. Dernier axe de la thérapie, la renutrition, bien sûr. À Belmont, pas ou peu de contraintes. Les repas se prennent en groupe, personne n'est obligé de finir son assiette, mais la présence à table est obligatoire. Mais un objectif. Si après 4 semaines, le patient n'a pas pris de poids, il doit quitter la clinique. Alors, dans la salle à manger, elles vont être exposées d'abord à une quantité précise dans l'assiette pour réhabituer le cerveau à voir ce que c'est qu'une quantité juste. Donc ça, c'est la première étape, c'est d'être face à une assiette normisée. Ensuite, de manger à table avec d'autres personnes. Ça, c'est aussi très important, c'est une action thérapeutique parce que très souvent, ces personnes ne mangeaient plus avec les autres, mangeaient en cachette, ou n'étaient plus présents à table, ou n'étaient simplement ne mangeaient plus à table. Donc vous voyez, toutes les actions sont un travail, en fait. Il n'y a pas de gluten aujourd'hui. Et si elles ne finissent pas leur plat, qu'est-ce qui se passe ? Rien. Ils ne vont pas avoir... le personnel ne doit faire aucun commentaire, aucune observation. On demande aussi aux autres patients de ne pas faire d'observation. Et puis voilà. Reste qu'à Belmont, les patients en détresse vitale ne sont pas admis. La clinique n'est pas adaptée pour ces cas graves. L'urgence absolue, c'est ce qui est arrivé à Sébastien, qui a failli mourir de son anorexie. Ce n'est qu'après 12 hospitalisations, dont une en soins intensifs, qu'il va enfin s'en sortir. Je m'appelle Sébastien Ricard, j'ai 30 ans, j'ai souffert d'anorexie mentale. Quand j'étais enfant, j'étais pas un enfant tout mince. Et l'adolescence, voilà, j'ai pris pas mal de poids. Puis voilà, là, j'étais arrivé à un point quand même qui était... voilà, où je me supportais pas dans le miroir, où c'est qu'un adjectif, mais j'étais gros. Gros, c'est gros, point. Et le regard des autres était super important. Voilà, les moqueries, les insultes, etc. Parce qu'on est obèse, parce qu'on est gros. Il y a un moment où il faut se reprendre en main, entre guillemets, pour exister envers la société. Pas en tant que gros, mais en tant qu'humain, parce qu'on est très vite catégorisé.
C'est à ce moment que Sébastien décide de se mettre au régime. Il y réussit bien, trop bien même. La tête gérait tout. J'avais vraiment le contrôle sur mon corps, sur ma faim, sur mon envie, sur tout. Mais à côté de ça, j'aimais beaucoup regarder les vidéos sur Instagram de cuisine ou autre. Et ça me satisfaisait visuellement. J'adorais aussi aller dans les magasins, sentir l'odeur simplement, regarder quel nouvel aliment il y avait pour me l'interdire derrière. Et vous aviez faim parfois? Oui. Oui. Et forcément, quand on mange pas, on a faim. Je compensais beaucoup avec boire du thé, boire du café. Et au bout d'un moment, on ne ressent plus cette sensation, ni de faim, ni de satiété. C'est vraiment anesthésié. Comme tout le corps, comme les émotions, on ressent plus rien. Parce que le corps a pas assez d'énergie finalement pour faire vivre. Du coup, il se met en mode survie. Et Sébastien va longtemps flirter avec le mode survie, jusqu'au jour où sa mère doit l'amener en urgence à l'hôpital Saint-Loup, dans le canton de Vaud, une unité du CHUV spécialisée dans les cas graves de TCA. À ce moment-là, il ne pèse plus que 27 kilos pour 1m63. Et à un moment donné, je me rappelle, on était sur l'autoroute, j'essaie de discuter avec ma maman, et je sentais vraiment les paupières qui se baissaient. Mais pas comme de la fatigue où on essaie de les écarter et puis il y avait de la réaction. Je sentais vraiment mon corps qui devenait complètement mou, complètement, qui se laissait vraiment aller. Ma tête aussi qui partait en avant, j'entendais pas bien. Et c'est là que j'ai compris en fait que je pense que j'étais en train de mourir. À son arrivée à Saint-Loup, il est immédiatement placé aux soins intensifs. C'était vraiment la période où je me suis dit, ok, maintenant c'est... Soit tu vis et tu saisis ce sens, soit tu te laisses aller et tu meurs. Mais les premiers jours étaient quand même centrés sur les repas. Où je redoutais le moment où on m'apportait un aliment. Donc même au fond du fond, j'arrivais quand même à dire « j'ai pas faim ». Alors que j'avais faim, hein. Il y a quelque chose qui est aussi très difficile dans l'anorexie mentale, dans la boulimie aussi, c'est l'ambivalence. On demande à nos patientes de faire quelque chose de très difficile. Donc, l'implication dans les soins, elle est jamais gagnée complètement. Et ça, c'est une situation assez inhabituelle en médecine. Normalement, quand on est malade, on va chez son médecin, on lui dit « Docteur, guérissez-moi ». Dans l'anorexie mentale, dans la boulimie, c'est un petit peu différent. C'est « Oui, je veux aller mieux, mais je ne voudrais pas prendre du poids ». Sébastien va rester dans cette ambivalence tout au long de son hospitalisation. Il est même très critique des méthodes de soins de Saint-Loup qu'il juge autoritaires et imposées. C'est vrai que les repas étaient complets. Pour donner l'exemple du petit-déj, j'avais 5 tranches de pain, plus encore des à côté, un yaourt, du fromage, un fruit également. Et à 10h, on recommençait sur une collation. C'est très peu de temps entre deux. Pour moi, c'était du gavage. Les quantités étaient... Pour moi, le gavage, c'est vraiment des gros repas, très régulièrement, sans réellement avoir de consentement, si j'ose dire. C'était imposé, c'était comme ça, c'était dit, on devait manger pour le corps. Oui, mais il y a la tête aussi. Pour reprendre du poids, les quantités peuvent être assez importantes, mais c'est pas du gavage, c'est un traitement d'une pathologie qui s'appelle la dénutrition. Ce sont des soins. Alors, ce sont des soins difficiles, mais qui sont incontournables dans le processus de guérison. Il faut tacler la dénutrition. C'est contre-intuitif, mais malheureusement, on ne sait pas faire autrement aujourd'hui. Je me rends compte juste
de la violence que je me suis imposée pendant plusieurs années pour être dans un état pareil. Tout ce que tu as dû mettre en œuvre, en fait, pour arriver à cet objectif qui n'est pas humain, en fait. Je suis pas humain sur ces photos. Ça me fait de la peine parce que du coup, je sais à quel point c'est une détresse. Et c'est maintenant, avec le recul, qu'on s'en rend compte. Après cette 12e hospitalisation, et peut-être parce qu'il a frôlé la mort, Sébastien aura le déclic qui va le sortir de sa spirale infernale. Quand il quitte Saint-Loup, son corps va mieux. Il trouvera une psychologue et un diététicien qui sauront l'accompagner dans la guérison. Éline, elle, vit sa 2e hospitalisation à Saint-Loup. Elle a 16 ans et elle souffre d'anorexie depuis 2 ans. Le CHUV ne nous a pas autorisés à filmer à l'intérieur de l'unité des TCA. On vient de poser une sonde à Éline car elle ne mangeait pas suffisamment et continuait à perdre du poids. C'est vrai qu'en entrant, j'avais quand même toujours cette envie de perdre du poids alors que j'étais venue pour en prendre. Donc là, ça laisse plus trop le choix. Parce que voilà, si avec ce qu'ils me donnent dans la sonde, c'est trop peu, ils vont augmenter la sonde. Donc il n'y a plus trop le choix. En fait, ça veut dire quoi, Éline? Ça veut dire qu'il y a quand même quelque chose en vous qui résiste encore? Parce que c'est un peu bizarre d'avoir envie d'être malade. Enfin, c'est pas... Je sais pas comment dire. Là, j'ai envie de guérir, forcément, mais il y a une part de moi qui veut pas laisser la maladie, qui veut pas s'en détacher. Et vous arrivez à savoir pourquoi? C'est quoi qui vous retient dans la maladie? Je pense que ça m'apporte un sentiment de sécurité, de contrôle. Ça efface aussi un peu, soit les sentiments, tout ça. Et... oui. Pour les parents d'Éline, le désarroi est immense face à la maladie autodestructrice de leur fille. Ça reste c'est des beaux souvenirs avant la maladie. Un désarroi amplifié par l'éloignement de l'hôpital, situé à plus de 2 heures de route de Delémont. Cela rend les visites très compliquées. On a juste envie de la reprendre. Et puis, oui, on se demande si l'hospitalisation c'est vraiment ce qu'il faut, si d'être à la maison on arriverait à l'aider mieux. Oui, on se pose plein de questions, quoi, de savoir si on est dans la bonne démarche ou pas. Ouais, non, mais c'est vraiment dur, quoi. C'est vraiment dur de la laisser repartir, de la laisser comme ça. C'est compliqué, quoi. C'est difficile parce qu'on n'a pas envie de la voir souffrir, mais en même temps, on sait que c'est la seule voie pour qu'elle retrouve une vie et puis un état de santé normal. Hein. Vous allez culpabiliser par rapport à ce qui lui arrive? Oui, il y a beaucoup de choses qui me reviennent et je me dis, mais comment t'as pas vu? Comment c'est possible qu'une maman n'ait pas vu ça? Peut-être que si on avait vu plus vite, voilà, ce souci aurait été pris à temps et puis ça serait peut-être un peu moins difficile pour Éline. Dans le développement des jeunes, aujourd'hui, il y a tellement de facteurs qui font qu'ils s'orientent d'un côté ou d'un autre que on aimerait bien pouvoir être toujours là pour donner le bon conseil. Mais on ne réussit pas totalement, quoi. C'est pas, à mon avis, c'est très difficile, quoi. Pour Éline, la maladie est arrivée de manière insidieuse. Bien qu'elle n'ait jamais eu de problème de poids, elle s'est mise à craindre d'en prendre. Elle passait de plus en plus de temps sur les réseaux sociaux. Je dirais principalement TikTok. C'est vrai que on like une vidéo d'une fille avec un ventre plat, il vient que ça après. Et c'est vrai qu'on a l'impression de pas être assez bien à côté. Et c'est vrai que à force de voir seulement
des corps très maigres, ça m'a fait me poser des questions. Et je me mettais à faire les mêmes choses que ces personnes, parce que ça donne des idées. Pour les experts, la glorification de la minceur dans les médias et sur les réseaux sociaux est une cause directe de l'explosion des TCA depuis la deuxième moitié du XXe siècle. Les femmes des sociétés occidentales sont plus ou moins consciemment sous la pression très forte, très constante, de ce qu'on appelle le diktat de la minceur, c'est-à-dire le souci de conserver une silhouette la plus mince possible pour être conforme aux attentes supposées de la société. Ça, c'est un phénomène qui est apparu aussi dans les années 50 et 60, pour la raison que sont apparus dans cette même période les médias imagés comme la télévision, les magazines en couleur avec des photos de plus en plus nombreuses. I just moved in next door. I'm a supermodel. Et les réseaux sociaux ont une évidente responsabilité dans la majoration ou l'entretien de cette pression sociale sur la minceur, sur le contrôle du poids et de l'image. Pour les proches, l'épreuve est rude. Il y a d'abord leur impuissance face à ces maladies cruelles qui frappent leur enfant. Et la nécessité ensuite de se battre pour trouver des lieux de soins trop rares et souvent très éloignés. Pour faire entendre leur détresse, ils n'ont souvent que des associations comme Anamia. Je suis aussi relativement inquiète du futur retour d'Eline à la maison. Elle n'accepte pas du tout sa prise de poids. Et ça génère par rapport à de l'inquiétude. Ouais. D'accord. Ok. Moi, je pense surtout au repas quand même là. C'est-à-dire? Parce qu'on est quand même obligé de l'accompagner encore un petit moment. Ouais, alors nous, on vit pas tout à fait les mêmes repas, quoi. À la maison, elle se prépare ses trucs à elle, quoi. Donc nous, on mange, donc on prépare notre repas, et puis elle cuisine à côté. Quand on est sorti de l'hôpital, c'était conflit sur conflit, crise sur crise. Et puis nous, au bout d'un moment, c'était plus vivable, quoi. Les repas, c'était plus des repas, quoi. C'était une lutte. Ce qui a été le plus difficile, c'est la culpabilité. Au début, ça a été vraiment très, très présent. Désolée. Vous avez l'impression que c'est de votre faute? Oui. Ah ouais. À mère nourricière. Mais voilà, après, on prend du recul, on s'informe, on essaie de comprendre ce qui se passe, puis de voir que c'est pas que ça, quoi. C'est vraiment une maladie comme un cancer, quoi. Mais les maladies psychiques sont très mal reconnues, puis très mal perçues aussi. Les gens savent pas ce que c'est. Donc c'est pas toujours évident, quoi. Mais c'est grâce aussi à ce genre, ces soirées ici qu'on peut comprendre les choses, puis mettre des mots sur ce qu'on ressent, des mots sur ce qu'on a vécu, et ça aide à avancer et à nous donner de la force pour continuer, quoi. Et quand vous revoyez cette image de vous, très maigre, ouais. Ah, ça me brise le cœur. Ouais, ça me brise le cœur. Je me dis, ouais, c'est très dur, hein, c'est dur. J'ai pris la décision de me séparer de mes habits. J'essaye de faire le deuil de mon ancien corps et du coup les vêtements qui y sont liés. Merci beaucoup. Je suis très heureuse d'avoir osé aussi faire le pas parce que je n'aurais jamais pensé que j'en étais capable. Si Lia et Anouk arrivent à prendre du recul, elles savent qu'elles ne sont pas encore sorties de la maladie. Entre 50 à 60% des malades y parviennent, souvent après plusieurs années.
Les autres vivront avec une forme de chronicité plus ou moins grave. Pour augmenter les taux de guérison, il faudrait davantage de réseaux de soins adaptés, d'autant que ces troubles affectent des filles et des garçons de plus en plus jeunes.